Bienvenue dans Bulle de Bonheur, le podcast pour prendre le temps d'être heureux. Je suis Raphaël Defoucault, chercheuse inconditionnelle de Bulle de Bonheur. Je suis heureuse de partager avec vous mes outils, mes recherches et mes expériences de thérapeute pour glisser des bulles de bonheur dans votre quotidien. Ce podcast est propulsé par 2 minutes de bonheur et publié tous les jeudis. Alors, les aidants, ils sont des millions, souvent invisibles, à soutenir un proche fragilisé par l'âge, la maladie ou le handicap. Aimer, aider, tenir, parfois jusqu'à l'épuisement. Et c'est sans doute là que se joue l'enjeu central de notre podcast aujourd'hui. Mettre des mots sur une réalité vécue, souvent banalisée, parfois minimisée, alors qu'elle transforme profondément l'équilibre émotionnel, relationnel et identitaire, à la fois de l'aidant comme de l'aider. Parce qu'aider, c'est pas juste un geste, c'est un savoir-être et parfois une charge qui peut devenir invisible aux yeux des autres. Alors, allons-y. Oh là là, mais qu'est-ce que ça me chicote! Mon mari s'est mis à voir son père plus souvent. Puis il a fait ses courses, puis il a géré ses papiers. Et un jour, sans date précise, toute sa vie s'est mise à tourner autour de lui. Et en même temps, sa vie et notre vie de couple est passée en second plan. Et je pourrais aussi parler de ma collaboratrice, qui continue de sourire au travail, alors qu'elle a passé la nuit à surveiller si sa mère respirait bien. Ou ce bon copain, qui décline les invitations depuis des mois, parce qu'il ne sait jamais comment sa chérie malade ira le soir même. Et là, ça me chicote. Aimer, ce n'est pourtant pas se sacrifier, ni tout porter seul jusqu'au bout. Alors, comment trouver des relais fiables et prendre soin de soi sans se culpabiliser? Quand on parle d'aidant, beaucoup de personnes pensent d'abord à une situation très lourde, très identifiée. Accompagner un parent très dépendant, un conjoint gravement malade, un enfant lourdement handicapé. En réalité, les situations sont bien plus nuancées et bien plus proches de nous. En France, il y a 11 millions d'aidants, 11 millions de personnes qui, à un moment de leur vie, soutiennent régulièrement un proche fragilisé par l'âge, par la maladie, par le handicap ou en perte d'autonomie. Autrement dit, presque une personne sur 5. Autant dire que les aidants ne sont pas une minorité invisible, c'est une majorité silencieuse. Et avec le vieillissement de la population, les choses ne vont pas s'arranger. C'est quoi exactement un aidant familial? Alors un aidant familial, parfois appelé aussi aidant proche, est une personne qui apporte de façon régulière, non professionnelle, une aide à un proche. Cette aide peut prendre 1000 formes. Aider à se lever, se laver, s'habiller, gérer les rendez-vous médicaux, accompagner moralement, faire les courses, les papiers, les démarches administratives, veiller, rassurer, anticiper. Ce qui compte, ce n'est pas la nature du lien, parents, conjoints, enfants, frères, sœurs, amis, ni le nombre d'heures comptabilisées officiellement. Ce qui compte, c'est la place que cette aide prend dans la vie de celui qui aide. Alors, à partir de quand devient-on aidant? La réponse, en fait, elle est rarement nette. Vous ne devenez pas aidant comme ça du jour au lendemain. Vous devenez aidant le jour où vous commencez à adapter votre propre vie à la fragilité de l'autre. Quand les décisions ne se prennent plus pour soi, quand les horaires se modifient, quand l'inquiétude s'installe en toile de fond, quand le téléphone reste allumé la nuit, quand l'attention portée à l'autre devient constante, parfois envahissante. Chez les aidants, l'impact émotionnel et psychologique est souvent profond et paradoxal. Il y a de l'amour, du sens, parfois même une vraie fierté à être là. Par exemple, ce fils qui se dit « Heureusement que je suis présent pour ma mère, au moins elle n'est pas seule ». Ou cette conjointe qui ressent une forme de cohérence intérieure à accompagner l'homme qu'elle aime depuis des années. Aider nourrit alors le lien, donne le sentiment d'être à la bonne place. Et pourtant, en parallèle, la fatigue s'installe, une fatigue qui diminue rarement. Comme cette aidante qui se couche en pensant déjà au lendemain, le traitement à renouveler, le rendez-vous à ne pas oublier, le voisin, on espère qu'il va être là en cas de souci. Même pendant les moments de détente, l'esprit reste en alerte. C'est un dîner entre amis écourté car il faut rentrer au cas où. Un cinéma refusé car besoin d'être là.
le téléphone qui reste allumé la nuit. Le corps se repose parfois, la tête beaucoup moins. La charge mentale devient alors omniprésente. Anticiper que le frigo soit plein, vérifier que les papiers soient à jour, repérer un changement d'humeur ou une chute d'énergie. Parfois, l'aidant se surprend à penser pour 2, voire pour 3, jusqu'à oublier ses propres besoins. Comme cette femme qui réalise qu'elle n'a pas pris de rendez-vous pour elle depuis des mois, parce que ce n'était pas prioritaire, qu'elle n'était pas prioritaire. Et puis, il y a cette culpabilité, ça j'y reviendrai. Mais cette culpabilité de se dire « je pourrais être plus patient, je devrais y aller plus souvent ». Et aussi la culpabilité inverse, celle d'éprouver de l'agacement, quand la même question revient 10 fois, quand il y a de la lassitude parce que la journée recommence à l'identique, ou même cette pensée fugace et même honteuse, j'aimerais bien partir quelques jours sans me soucier de personne. Ces émotions, pourtant, elles sont humaines, elles sont normales, et elles entrent en conflit avec l'amour et le sens du devoir, et laissent souvent l'aidant seul avec ce tiraillement intérieur. Beaucoup d'aidants n'osent pas parler de cela à voix haute, alors ils continuent, en silence, convaincus qu'aimer c'est tenir, jusqu'à parfois s'oublier eux-mêmes. Alors oui, c'est naturel de s'occuper de ses parents. Par contre, est-ce que c'est naturel de s'oublier ? C'est aussi pour rendre visibles ces réalités-là que Sandrine Morieux a créé toutpourlesaidants.com, un espace qui rassemble, sans discours culpabilisant, des solutions et des ressources pour celles et ceux qui accompagnent un proche et qui cherchent simplement à ne pas s'oublier en chemin. C'est aussi la possibilité d'utiliser le jeu de minutes de bonheur ensemble, justement pour continuer à créer du lien quand le quotidien est parfois pesant. Allez, je change de regard. Quelles sont les 3 grandes questions que se posent les aidants ? La première, c'est « est-ce normal de ne plus y arriver ?» Eh ben oui, c'est normal. Ne plus y arriver ne dit rien de l'amour porté à l'autre. Cela dit quelque chose de l'usure. Être aidant, c'est tenir dans la durée, souvent sans pause, sans relais, sans reconnaissance claire. L'épuisement de l'aidant existe, il porte même un nom. C'est le burn-out de l'aidant. Il se manifeste par une fatigue extrême, une irritabilité inhabituelle, une perte d'énergie, parfois un sentiment d'anesthésie émotionnelle. Ce n'est ni un échec, ni une faiblesse, c'est le signal que la charge dépasse les ressources disponibles. Le problème, donc, n'est pas d'aimer trop peu, c'est de porter trop seul. Souvent, l'épuisement de l'aidant ne vient pas d'un seul facteur. Premier facteur, un enchevêtrement silencieux. Il y a d'abord la durée. OK pour aider le jour. Par contre, aider le jour et la nuit, ça devient plus compliqué. Aider des mois ou des années, sans vraie pause, use profondément. La vigilance permanente empêche de récupérer, même dans les moments calmes. L'esprit reste tendu, prêt à intervenir. À cela s'ajoute le glissement progressif des responsabilités. Ce qui est un petit service devient une organisation complète du quotidien. Comme tout arrive par petites étapes, l'aidant ne voit pas toujours qu'il dépasse ses limites, jusqu'au moment où le corps et l'émotionnel lâchent. Deuxième facteur, le fait de ne pas demander de l'aide. Et c'est compréhensible. Beaucoup d'aidants sont portés par l'amour, le devoir moral, parfois l'histoire familiale ou les valeurs reçues. On s'occupe des siens. Je dois être fort. Les autres ont déjà leurs problèmes. Demander de l'aide peut alors être vécu comme un échec, une faiblesse, voire une trahison, même une perte de temps. Certains pensent aussi qu'ils sont les seuls à savoir faire correctement et que chercher de l'aide prendra plus d'énergie que continuer seul. Il y a la méconnaissance, ne pas savoir à qui s'adresser, ni ce qui existe réellement. Et quand les questions s'accumulent, beaucoup de proches cherchent seuls, tard le soir, sans trop savoir à qui parler. Il existe aujourd'hui des espaces pensés pour ça, où l'on peut lire, échanger, se reconnaître entre pairs et se reconnaître dans les mots des autres, comme Helpio par exemple, qui met surtout l'accent sur le partage d'expériences avec des groupes de parole et des échanges entre proches aidants qui vivent exactement les mêmes situations. Et puis, il y a aussi cette idée qu'on oublie souvent, on n'est pas obligé de tout porter soi-même. Enfin, troisième facteur,
le rôle d'aidant finit par devenir une identité. Et oui, l'aidant s'habitue à être celui ou celle qui tient, qui assure, qui ne lâche pas. En fait, reconnaître le besoin d'aide oblige alors d'accepter ses limites, parfois même de sortir du déni et accepter la gravité de la situation du proche. C'est s'ouvrir à sa vulnérabilité. Et oui, la vulnérabilité n'est pas une faiblesse, c'est une force, comme l'explique cette chère Brené Brown. Elle est le cœur du courage, de l'authenticité et des relations profondes. En osant nous montrer imparfaits et incertains, nous nous ouvrons à plus d'amour, à plus de joie, plus de connexion. Alors j'en parle de la vulnérabilité dans le podcast 49. Oui, c'est un pas difficile. Pourtant, quand l'aidant ose dire « je n'y arrive plus seul », quelque chose commence à bouger, des idées et des solutions peuvent émerger pour soulager. Pour vous donner un coup de main et vous faciliter la recherche, voilà quelques idées qui vous feront gagner du temps. Il existe des professionnels dont le métier est justement de coordonner, d'anticiper, de faire le lien entre tous les intervenants. C'est ce qu'on appelle le care management. Des structures comme Silver Expert, HP Santé, Prêve France ou Horizon Doré existent pour ça. Ce sont des professionnels qui peuvent, par exemple, aider à organiser les aides à domicile, anticiper une sortie d'hôpital ou clarifier qui fait quoi quand vous jonglez entre les rendez-vous médicaux, quand vous vous débattez dans les démarches administratives et les demandes d'aide. Financièrement, en France, il existe beaucoup d'aides qui restent méconnues ou jamais demandées. Être guidé par quelqu'un qui connaît le système peut vraiment faire la différence. Deuxième question que se posent les aidants. Pourquoi je me sens coupable de penser à un moi? La culpabilité se retrouve chez quasi tous les aidants. Alors la culpabilité, c'est une émotion universelle, parfois utile pour réparer et grandir, parfois toxique quand elle nous enferme dans le jamais assez. Apprendre à l'écouter cette culpabilité, c'est transformer ce poids en moteur de croissance et de lien. C'est ce que j'explique dans l'épisode 272. Quel que soit ce qui déclenche la culpabilité, ce sentiment reste associé à quelque chose de négatif, de lourd. C'est un poison qui ronge, c'est une morsure, ou encore une chape de plomb. Les images pour en parler l'illustrent bien. Alors comme le dit Denis Sonnet dans son livre, c'est écrasant un sentiment de culpabilité. C'est un menhir à transporter. Alors, on n'est pas des Obélix. Alors les menhirs sont d'autant plus lourds que la culpabilité entraîne généralement dans son sillage un cortège d'autres sentiments bien désagréables. La honte, la mésestime, le dégoût de soi, la peur du mépris des autres, ou bien encore la crainte d'être découvert ou d'être exclu, la déception, et surtout, plus insidieusement, l'angoisse de ne pas être aimé, de ne rien valoir, d'être jugé, de ne pas être à la hauteur. Et puis parfois, l'aidant s'empêtre dans de fausses culpabilités, qui sont souvent induites par de mauvaises interprétations des mots. Alors on va y venir. Est-ce que vous savez différencier erreur et faute? J'ai oublié un rendez-vous de médecin. C'est une défaillance ou c'est un acte volontaire? Ah. Distinguer compromis et faute. Dans la gestion de nos priorités, il est souvent difficile de satisfaire tous nos besoins ou toutes nos valeurs en même temps. Je décide par exemple de placer mon père âgé dans une maison de retraite au lieu de le prendre chez moi, ceci pour préserver mon équilibre familial. Alors, est-ce un compromis ou une faute? Continuons. Séparons sentiments et fautes. Je m'en veux d'avoir envie que mon conjoint atteint d'Alzheimer depuis plus de 6 ans meure vite. Alors mes pensées sont-elles le fruit d'un sentiment d'épuisement ou est-ce une faute? Une fois que ces fausses culpabilités sont remisées au placard, voilà quelques précieux moyens d'alléger le menhir que portent les aidants. Alors oui, penser à soi peut donner l'impression de trahir, d'abandonner, de ne pas être à la hauteur, comme je le disais. Beaucoup d'aidants ont intégré souvent, sans s'en rendre compte, l'idée qu'un bon aidant doit tout supporter, tout anticiper, tout assumer. Pourtant, prendre du temps pour soi ne signifie pas aimer moins. Cela signifie reconnaître ses limites. Le mythe du « je dois tout assumer » enferme l'aidant dans une injonction impossible et l'éloigne de ses propres besoins. Se préserver
Ce n'est pas se retirer du lien, c'est lui permettre de durer. Pensez aussi, tout près de chez vous, vos mairies, les CCAS sont souvent un premier point d'appui très concret. Ils connaissent les dispositifs locaux, les aides possibles dans la commune et peuvent orienter vers les bons interlocuteurs ou même vers des activités de loisirs, d'activités physiques adaptées, de discussions entre aidants. Vous pouvez vous appuyer aussi, les aidants, sur la plateforme Eugénie qui est développée par le groupe SOS, qui propose partout en France des ateliers qui permettent de sortir de chez soi. Vous pouvez allier ces sorties en prenant les services d'organismes qui s'occuperont du senior pendant votre absence, comme par exemple Baluchon pour les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. J'ai d'ailleurs interviewé Béatrice Papayance dans l'épisode 94 qui nous partage avec beaucoup d'émotion son parcours avec son mari malade d'Alzheimer. Prenez soin de vous aussi. Pensez aussi à votre liste de qualité. Vous pouvez aller écouter la bulle de bonheur 24 par exemple. Ça, c'est prendre soin de soi. Vous pouvez regarder qu'est-ce qu'il y a dans votre coffre à confiance. Vous pouvez réfléchir et nommer 3 kiffs par jour. Allez regarder vos pensées positives. Ça, j'en parle dans la bulle de bonheur 35. L'aidant peut aussi trouver des solutions qui permettent à son proche de s'amuser, de découvrir, de partager sans que tout repose uniquement sur lui. Par exemple, pour ceux qui ont du mal à se déplacer ou qui ne le souhaitent pas forcément, des jeux intelligents et stimulants comme ceux que propose Entre Gobelins peuvent être utilisés à la maison. Il existe des activités artistiques ou manuelles avec un intervenant par exemple d'agréage qui vient à domicile et qui permet d'ouvrir aussi son cercle de connaissances et d'interaction. Enfin, pour ceux qui aiment bien les visites culturelles mais ne peuvent plus se déplacer facilement, il y a des propositions comme Culture Move qui organise des visites guidées en direct, accessibles en ligne depuis sa télévision ou son ordinateur. Ces visites peuvent être d'ailleurs sympas à faire en famille ou même avec les petits-enfants. Et puis, il y a aussi autre chose, l'importance de ne pas être seul. Alors, l'entourage ne peut pas toujours être là. N'hésitez pas à faire appel à des présences extérieures, comme une dame de compagnie, juste pour que quelqu'un d'autre soit là. Des structures comme Papouze ou le groupe dames de compagnie fonctionnent sur cette logique de lien avant tout. Une dame de compagnie, ça peut être simplement quelqu'un qui vient boire un café, discuter, accompagner au marché, aider à jardiner ou accompagner à un rendez-vous. Et puis, une bonne occasion aussi pour piocher des cartes de 2 minutes de bonheur ensemble. Comment soulager les dents ? C'est un des équilibres les plus délicats dans la relation d'aide. Celui qui consiste à préserver l'autonomie du senior aussi longtemps que possible. Alors par amour et par inquiétude, beaucoup d'aidants ont tendance à faire à la place. Pour aller plus vite, pour anticiper, pour éviter un effort, pour protéger du moindre risque. Tous ces gestes partent d'une intention profondément bienveillante. Et pourtant, toutes ces actions, ces gestes peuvent, sans le vouloir, réduire le sentiment de capacité, d'utilité et de dignité du senior. Par exemple, cette fille qui coupe une pomme pour sa mère parce que le médecin a dit qu'il fallait qu'elle en mange parce que c'était plein de vitamines, alors que sa mère n'a rien demandé et peut encore couper sa pomme elle-même. Ce petit geste anodin dit sans le vouloir, tu n'es plus capable. Or, continuer à faire soi-même, même lentement, même imparfaitement, nourrit l'estime de soi, la confiance et le désir de rester acteur de sa vie. Aider, ce n'est pas donc tout faire, c'est soutenir sans remplacer. C'est encourager ce qui est encore possible. C'est accepter parfois que cela prenne plus de temps ou que ce soit fait autrement. Préserver cette petite part d'autonomie, c'est offrir bien plus qu'un service. C'est préserver la liberté intérieure et la dignité du lien. Alors, c'est vrai, parfois, les seniors ont besoin de tuteurs. Il existe des outils pensés pour alléger le quotidien sans enlever l'autonomie. Je pense par exemple à Payello, qui permet aux proches aidants de sécuriser les dépenses. C'est une petite carte de crédit, notamment en fixant des plafonds ou même des horaires d'utilisation sur la carte et de suivre ce qui est payé à distance, tout en laissant le senior garder sa carte et son autonomie.
Vous avez aussi mes médocs du jour. Ça sécurise la prise de traitement sur plusieurs semaines. Concrètement, les médicaments prescrits par le médecin sont préparés en sachet, organisés par prise par un pharmacien et livrés pour un mois. Ça simplifie énormément le quotidien, ça limite les risques liés aux oublis et ça permet à votre proche de rester autonome sans que vous soyez stressé. Beaucoup de seniors sont propriétaires de leur logement et pourtant, certains manquent de budget au quotidien pour soit aménager leur logement, soit pour se faire aider ou encore pour avoir une vie plus large financièrement. Des solutions comme Previo, Merci Prosper ou Dylan permettent de mobiliser cette valeur immobilière de manière plus flexible que le viager classique. Par ailleurs, aménager son logement a longtemps été perçu comme quelque chose de peu valorisant, presque comme un aveu de fragilité. Aujourd'hui, des acteurs comme SoHome montrent qu'on peut repenser l'intérieur en termes de circulation, rangement, usage, pour gagner en confort au quotidien avec des solutions design et agréables à vivre. D'autres, comme Dom et Vie ou Indépendance Royale, interviennent sur des points très concrets. Une salle de bain plus confortable, un accès facilité à l'entrée, un monte-escalier quand les marches deviennent fatigantes, toujours avec l'idée de sécuriser sans médicaliser et en tenant compte de l'esthétique du logement. Enfin, des solutions comme Zensor viennent compléter le tout en repérant des situations inhabituelles dans le logement avec des capteurs discrets, sans caméra ni surveillance intrusive, simplement pour rassurer l'entourage et le senior en premier qui sait qu'en cas de chute, il ne restera pas seul longtemps. Alors voilà, plein de pistes pour vous, les aidants, pour vous faire aider. Parce que c'est pas parce qu'on est aidant qu'on ne doit pas se faire aider. Et hop, je me lance. En résumé, être aidant, c'est 1. Une réalité qui concerne bon nombre d'entre nous et souvent invisible. 2. C'est jongler avec un équilibre émotionnel fragile. Et 3. C'est être présent sans s'oublier. Alors à vous de jouer, chers auditeurs. La carte de 2 minutes de bonheur s'adresse aux aidants cette semaine et leur propose de noter une personne ou une structure à contacter cette semaine pour alléger votre charge mentale. Vous allez voir, vous allez tous y gagner. Et la petite mousse de la semaine, elle est instructive et claire et elle nous vient de Johann Wolfgang von Goethe et nous dit « Veux-tu vivre gaiement ? Chemine avec 2 sacs, l'un pour donner, l'autre pour recevoir. » Avec Bulle de bonheur, prenez le temps d'être heureux. Merci pour votre écoute. Si vous avez aimé, mettez 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify, laissez un commentaire et partagez ce podcast à vos amis et surtout à ceux que vous connaissez qui sont des aidants pour leur envoyer des bulles de bonheur. Pour recevoir les prochains épisodes, inscrivez-vous à la newsletter sur 2minutesdebonheur.com. Vous pouvez aussi nous retrouver sur Facebook et Instagram en cherchant 2 minutes de bonheur. Et désormais, retrouvez aussi la version vidéo sur notre chaîne YouTube 2 minutes de bonheur. Bulle de bonheur est propulsée par 2 minutes de bonheur, des outils pour créer du lien et prendre le temps d'être heureux. À la semaine prochaine!